Je vais commencer à prendre la parole. En préambule, je voudrais simplement vous dire qu'interviewer sa femme n'est pas chose aisée. Je peux vous le dire. Surtout une femme reporter de guerre. Hein. Vous comprendrez pourquoi tout au long de cette petite conférence. D'abord, je voulais vous remercier d'être extrêmement nombreux. Nous ne pouvions pas ne pas être là parce que nous aimons ce pays et que nous y sommes installés maintenant depuis 8 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Anne, marraine de cet événement, ça me paraît tout à fait logique et vous allez comprendre à travers ce qu'elle fait, vous allez comprendre pourquoi il faut des femmes courageuses, elle et d'autres, beaucoup d'autres, pour nous faire avancer. On en a besoin. Et je dis courageuse parce que j'ai constaté tout au long de mon métier, maintenant ça fait quand même quelques années que je le pratique, j'ai constaté que bien souvent les reportages les plus précis, les plus informatifs, les mieux réalisés étaient réalisés par des femmes. Pourquoi ? Je ne m'aventurerai pas dans cette réponse, mais c'est absolument évident. Donc nous sommes très très heureux d'être là, ici, et le thème de cette rencontre, reporter de guerre, les coulisses d'un drôle de métier, en Afghanistan, Irak, Pakistan, Russie, Ukraine ou ailleurs, vous donne déjà les éléments qui vont nous permettre de réfléchir, de découvrir et de savoir un peu plus sur ce métier absolument formidable que fait Anne. Je voudrais simplement vous dire que notre conversation va durer à peu près un peu moins d'une heure et qu'ensuite, et nous y tenions beaucoup, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, non pas à moi, parce que je ne suis qu'un acteur secondaire dans cette manifestation, mais surtout à Anne que je veux mettre en valeur parce que je sais, vivant à ses côtés, toutes les difficultés qu'elle rencontre pour exercer ce si beau métier. Alors je vais vous retracer très vite sa carrière, comme ça nous pourrons ensuite entrer dans le vif du sujet. Anne est diplômée de sciences politiques à Paris. Elle a effectué une thèse sur les médias russes, donc elle était prédestinée pour des raisons familiales à s'intéresser de près à la Russie. Ensuite, elle a eu, parce qu'elle était une étudiante brillante, une bourse Fulbright qui lui a permis d'aller à Harvard pendant 2 ans, donc de travailler encore un peu plus avec les chercheurs américains sur le monde de l'Est, le monde post-soviétique, soviétique et post-soviétique. Ensuite, elle s'est installée 3 ans à Prague où elle a travaillé, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je sais que tu le feras, 3 ans à Prague où elle a travaillé pour le Sénat américain, enfin pas pour le Sénat américain, pour... pas du tout pour le Sénat américain. Alors c'était pourquoi ? Pour une radio et une publication américaine qui s'appelle Radio Free Europe, Radio Liberty, qui était à l'époque financée effectivement par le Sénat américain et qui date de très longtemps de la guerre froide. C'était voilà. Et qui existe encore aujourd'hui, dont le siège était à Prague. Ça c'est mes tout débuts dans le journalisme. Voilà, c'est tout début dans le journalisme. Ensuite, de Prague, c'était une première étape pour aller plus vers l'Est. Donc elle est partie à Moscou. Elle est allée s'installer à Moscou et plus largement, elle a commencé à sillonner la Russie post-soviétique. Donc sa première spécialité, c'est vraiment la Russie. C'est tout ce monde russe qui nous interpelle aujourd'hui parce que nous nous demandons ce qui se passe en Russie. Nous nous demandons quel est le rôle de la Russie en Ukraine, mais pas qu'en Ukraine, ailleurs, avec les pays baltes, avec toutes les républiques anciennement soviétiques. Donc, elle s'est intéressée à ce monde-là de près. Son père est un grand spécialiste de la Russie. C'est peut-être le plus grand spécialiste de la littérature russe en France, traducteur de Solzhenitsyn. Enfin, donc, elle a été nourrie par toute cette littérature russe et ce monde russe. Elle parle russe couramment. Donc, bon. Elle est restée plusieurs années. Elle travaillait pour plusieurs journaux, Ouest France, Libération. Et 1999, elle part en reportage, comme n'importe quel autre reporter aurait pu le faire, elle part en Tchétchénie. Elle part en Tchétchénie, essayer de rencontrer les rebelles tchétchènes qui, à l'époque, déjà, sont en lutte avec le pouvoir russe. Et là, en Tchétchénie, 1999, c'est la guerre, et elle se retrouve en Tchétchénie. Et là, ce sont de longs mois
bien difficile, au péril de sa vie, où elle a fait... Oui, oui. Et elle est restée... Qu'est-ce que tu voulais dire? Et le début de, voilà, mon parcours de son reporter parcours journalistique. de guerre, puisque je n'étais pas jusqu'à présent, et pendant toutes ces années que Jean-Jacques raconte, il a du mal à raconter, nous ne nous connaissions pas. Non, non, ces absolument années-là, pas. Jean-Jacques ne les connaît pas. Non, non, je les connais pas. Je les connais pas, mais tu me les as tellement racontées. Vous allez voir, il y a un débat entre nous. Hein. Parce que vous croyez que c'est toujours calme. Non, non, pas du tout. C'est toujours agité. Vous avez dit, moi j'aime bien les choses agitées. Donc, puis, bon, alors ta première question. Alors donc, non, je finis quand même. Je finis très vite. Donc la Tchétchénie, donc bon, puis arrive, elle reste prisonnière pendant 3 mois. Elle est aux côtés des rebelles tchétchènes. Elle est faite prisonnière par les Russes. On est sans nouvelles d'elle. Jacques Chirac intervient. La télévision, c'était un bon. Et ensuite, le 11 septembre 2001. Elle était revenue en France, puis elle était repartie à Moscou. Le 11 septembre 2001, on sait ce qui est arrivé. Et là, ça a été un déclic. Et figurez-vous, cette petite anecdote, que le 11 septembre 2001, ce jour-là, Anne était dans un avion pour les États-Unis. Elle volait vers New York. Et 2 heures avant l'atterrissage, le commandant de bord apprend ce qui se passe ce 11 septembre-là. Et donc l'avion est détourné vers Halifax au Canada, et vous êtes resté 3 jours au Canada en attendant que les aéroports rouvrent, aéroports américains. Et dans un hangar canadien, je crois, vous avez tous les passagers ont vécu là. Enfin bon, c'est une petite anecdote. Et donc à partir du 11 septembre, elle s'est intéressée à ce qui se passait, puisque là, il y a eu bon, l'Afghanistan, l'Irak, et c'est là qu'elle est allée. Elle a quitté finalement ce monde post-soviétique pour aller découvrir tous ces pays-là et aller couvrir les guerres d'une façon, et vous allez voir, d'une façon très différente. Très différente. C'est la raison pour laquelle je vais lui poser cette première question. Pourquoi un drôle de métier, Anne? Pourquoi est-ce que ce métier est considéré comme un drôle de métier? Enfin, pourquoi je le considère comme un drôle de métier? Alors, le métier de reporter de guerre. Parce que c'est un métier qui est justement difficile à expliquer, difficile à partager avec vous tous et tous ceux qui me demandent de raconter, parce que le vivre, on est peu à le vivre, et le raconter de façon à ce que les gens à qui on le raconte puissent le comprendre, c'est compliqué. Et souvent, soi-même, quand on est au moment où on en parle, c'est-à-dire comme là en ce moment avec vous, dans un pays où quand même, fondamentalement, tout va bien par rapport aux pays dans lesquels je travaille, eh bien, le décalage est extrêmement brutal. Alors, souvent, on me dit que ce métier, ceux qui le pratiquent sont des gens qui aiment l'adrénaline, qui vont rechercher le danger, etc. Bon, je pense que c'est une facilité que de dire cela. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que chaque reporter de guerre, et j'ai de grands amis qui pratiquent ce métier, a ses propres raisons pour le faire et sa propre façon de le faire. Moi, je crois qu'en fait, tout ce qui nous lie, nous les reporters de guerre, c'est que nous aimons les humains, nous aimons les gens. Parce qu'il faut vraiment les aimer pour partir loin et aller à la rencontre de tous, ce qui est le propre de ce qui a été d'ailleurs le lien de tous ceux qui ont pratiqué ce festival, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et pour ce qui est de mon cas, on va à la rencontre de l'autre quand il est dans la guerre. Et la guerre, ce sont des circonstances quasiment indescriptibles de modification de vie. C'est-à-dire que plus rien ne va de soi. Tout est compliqué. Ne serait-ce que la première des choses, qui est de chercher à manger et de pouvoir dormir sous un toit sans se sentir en insécurité. Des sentiments basiques que l'on n'a plus quand on est dans la guerre. Et moi, volontairement, je me coule dans ces circonstances-là pour pouvoir les raconter, parce que moi, je ne suis pas romancière. Si je ne les vivais pas moi-même, je ne pourrais pas les raconter. C'est la raison pour laquelle je parlais de précision tout à l'heure. Mais quand tu es sur un terrain de guerre, comment vis-tu? Où vis-tu? Avec qui vis-tu? Comment exerces-tu ton métier? C'est ça qui nous intéresse. Oui, oui, parce que, une fois de plus, je crois qu'il y a différentes façons d'exercer ce métier. Mais en gros, ce qui unit tous les reporters de guerre, c'est le terrain. Donc, nous allons sur le terrain. Qu'est-ce que le terrain? Le terrain, c'est là où ça se passe. Et là où ça se passe, il faut
y rester un certain temps, il faut apprivoiser ce terrain pour essayer de le comprendre, parce qu'on n'arrive pas quelque part dans ces ailleurs que nous ne connaissons pas, même si nous sommes ouverts à tous ces ailleurs, et en les comprenant de façon immédiate. Moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a énormément de moments en Tchétchénie, en Irak, en Afghanistan, pendant lesquels j'étais sur ce terrain, il se passait beaucoup de choses, et je ne comprenais pas ce qui se passait sur le moment. Mais j'étais là. Et le fait d'être là, en danger, avec tous les autres qui sont en danger, et pas tout le temps en danger, mais souvent en danger, en tension, être là fatigué parce qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'il y a des bombardements, on n'arrive pas à dormir parce que je pense à l'Irak qui fait 45 degrés à l'ombre et qu'on est sur le toit et qu'il n'y a plus d'air conditionné qui marche et qu'on ne peut pas aller chercher à manger, que les frigidaires ne marchent pas quand il fait ce climat-là, vous imaginez ce que c'est, etc. Donc tout est compliqué parce que dans la guerre, la cellule familiale en fait, joue un rôle primordial. Chacun se renferme sur soi. Il y a une espèce de spirale comme ça vers le dedans de soi-même, puisqu'on passe des heures et des heures, puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Les gens ne vont plus au travail. Il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a plus de ramassage scolaire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les heures longues d'une journée et à espérer qu'on ne mourra pas ce jour-là et qu'on arrivera à trouver à dormir et que le lendemain on pourra continuer et à attendre et à espérer que ça s'arrête. En fait, c'est beaucoup d'attentes, la guerre, énormément d'attentes. Donc c'est ça que j'ai voulu raconter moi essentiellement dans mes reportages. C'est ce que tu as voulu raconter et nous verrons que les guerres se ressemblent mais ne se ressemblent pas. Tu vas nous dire quel est pour toi le moment le plus fort. Mais raconte-nous, puisque on va commencer avec la Tchétchénie, qui est un moment... raconte-nous un peu de ces familles qui t'ont reçu en Tchétchénie, parce que Anne vit toujours chez l'habitant. C'est très important de le préciser. Voilà, alors le reporter de guerre fait des incursions dans les pays en guerre. Il y va et puis il en ressort, puisqu'il n'appartient pas à ce pays. Moi, je suis ni tchétchène, ni irakienne, ni afghane. Nous, Français, nous avons la chance d'avoir ce passeport qui fait qu'on peut aller dans un endroit et en repartir. Et ça, c'est la grande différence avec les gens locaux qui m'accueillent et qui, eux, ne peuvent pas partir de leur pays, sauf quand ils décident de partir. D'où tant de questions qu'ils par te le posent. désespoir. Nous allons voir ça. Oui. Et donc, quand j'arrive quelque part, moi, étant donné que j'ai commencé par cette guerre en Tchétchénie, dans ce petit territoire tchétchène qui se trouve aux confins sud de la Russie, dans ce qu'on appelle le Caucase Nord, parce que le Caucase Sud, c'est aujourd'hui la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, mais donc le Caucase Nord, c'est encore la Tchétchénie, le Daghestan, l'Ingouchie, qui sont des provinces de l'immense fédération de Russie aujourd'hui, puisque les Tchétchènes se sont battus pour se séparer de la Russie, mais que ça n'a pas fonctionné. Au jour d'aujourd'hui, en 2015, la Tchétchénie fait toujours partie de la fédération de Russie, après plusieurs centaines de milliers de morts. Eh bien, oui, justement, je te coupe juste pour donner un ordre d'idée, c'est 2 départements, hein, Savoie à peu près, la Tchétchénie, c'est à peu près ça. Oui. 1 300 000 habitants, 200 000 morts. Voilà, c'est ça. Mais il y a moins d'1 million d'habitants aujourd'hui en Tchétchénie. Et donc je me suis naturellement, étant donné que le pays était bombardé de façon très dense, très intense par l'aviation russe, évidemment il n'y avait plus d'hôtels qui fonctionnaient, donc c'est naturellement que je me suis mise à vivre chez les gens qui m'accueillaient tout simplement. Au crépuscule, quand la nuit tombe, il n'y a pas d'autre solution. Où puis-je aller ? J'étais accompagnée d'amis de Tchétchènes qui sont devenus des amis, dont l'un d'entre eux qui m'a sauvé la vie et qui est le héros de mon premier livre, Chienne de guerre, qui a aujourd'hui émigré en Pologne, qui a reçu l'asile politique en Pologne. Et c'est très naturellement que ces Tchétchènes m'accueillaient, me donnaient le gîte et le couvert. Et que je me suis dit que c'était ça qu'il fallait raconter, tout simplement, plutôt que d'essayer d'analyser qui a tort, qui a raison, qui sont les futurs vainqueurs, comment ça va se passer. Concrètement, observer cette vie dans le détail, cette vie qui est toujours là, dans la guerre. C'est ça qui m'a toujours le plus impressionné, c'est-à-dire que
ce qu'on en voit par la télévision, quand on n'est pas dans la guerre et qu'on allume la télé, qu'à l'époque on parlait de la Tchétchénie, c'était il y a longtemps, c'était en 99-2000, ensuite il y a eu la guerre en Afghanistan, ensuite il y a eu la guerre en Irak. Vous savez tous très bien que vous pouvez avoir accès à ces guerres en tout d'un coup écoutant les médias, puis après il y a une espèce d'overdose de médias, puis après il y a un oubli, etc. Mais ce que vous voyez à la télévision, ce qu'on vous en dit dans les médias, est le résultat d'un moment. Mais quand on y est tout le temps, il n'y a pas des moments de bombardement en permanence. Il y a cette vie dans la guerre qui était ce que je me suis dit qu'il fallait raconter. C'est-à-dire des gens qui tombent amoureux, des femmes qui mettent au monde des enfants, comme je l'ai vu sur un coin de lit en Tchétchénie. Il y a justement les femmes qui souvent sont vraiment les plus courageuses, c'est-à-dire quand tout le monde est terré dans des caves, à avoir faim et soif, sont les seuls à se dire, non seulement à se dire, mais à le faire, à sortir de la cave et à aller dehors, chercher, puiser de l'eau, faire des kilomètres pour y aller, revenir, faire bouillir du thé pour boire du thé, etc. Ça, j'ai des exemples innombrables de ce courage des femmes qui font en sorte que la vie continue dans la guerre. Oui, je parlais de ce métier particulier, parce qu'il y a 1000 façons de faire du journalisme. Vous avez effectivement, et là je vais prêcher contre ma paroisse un peu, puisque je travaille pour une chaîne d'information continue, vous avez cette façon un peu réductrice, terriblement réductrice de pratiquer le journalisme, où un instant T, on montre une image T, une image précise, une image volontairement parfois prise et montrée parce qu'elle est spectaculaire, mais qui n'explique absolument rien. C'est la raison pour laquelle, parallèlement à ce travail-là, bon, qui doit aussi exister parce qu'il y a des événements qu'on doit rapporter tout de suite, mais parallèlement à ce travail-là, je crois que ce moment, ce matin, est venu de rendre hommage à tous ces journalistes, pas Cannes, il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre, qui eux racontent sans porter le moindre jugement, mais sans porter le moindre jugement, qui racontent ce qu'ils voient et le quotidien. Parce que tu as vu, en Tchétchénie notamment, mais aussi en Irak, mais aussi en Afghanistan, tu as vu, même au plus profond de la guerre, même dans les moments les plus dangereux, tu as vu des femmes et des hommes rire. Tu as vu ça, tu m'as raconté, dans ton livre Chienne de guerre, tu racontes quand tu es dans ce village-là et que les bombes russes des avions, parce que les Russes, si j'ai bien compris, bombardaient sans... C'était un tapis de bombes, oui, bien sûr. Aveuglément. Le comportement de ces habitants, de ces villageois. Non, mais c'est vrai, je pense que tu fais allusion. Je me rappelle un jour, le Point m'avait demandé, il y a un certain temps, qu'était pour moi le courage. Et je me souviens d'ailleurs de la double page qu'ils avaient faite, parce que ma description de ce qu'était le courage venait juste après celle de Dominique de Villepin. Je ne me rappelle plus vraiment comment Dominique de Villepin avait défini le courage, mais je me rappelle qu'il était juste à côté de moi. Et pour moi, le courage, c'était le sourire de cette femme tchétchène, Leïla, qui m'avait accueilli pendant des heures et des heures, un matin où justement nous nous étions retrouvés avec les rebelles tchétchènes sous des bombes russes pendant un certain nombre d'heures. Ça avait duré toute la journée. J'étais en fait arrivé la nuit précédente dans ce village qui était au faubourg de la capitale Grozny. Mon but étant d'essayer de rentrer dans la capitale Grozny parce qu'il y avait des tas de rumeurs qui venaient de cette capitale à l'automne-hiver 99 et qu'elle n'était pas encore complètement prise par les Russes et que donc le rôle du reporter c'est d'essayer de chercher cette information, de la vérifier puis ensuite de la faire partager. Donc j'étais en train d'essayer de pouvoir rentrer au sud, à l'ouest par des chemins divers et variés, des champs, des sentiers dans la capitale, mais c'était très compliqué. Il y avait des champs de mines, il y avait des endroits où on ne pouvait absolument pas passer, où tout était bloqué. De toute façon, il fallait y aller à pied, il n'y a plus de transport, bien sûr. Donc il faut trouver la bonne personne qui va vous emmener, il faut lui faire confiance, il faut décider d'y aller, il faut ensuite le faire. Et j'étais arrivé donc la veille dans cette banlieue de Grozny, il était trop tard pour passer. Il était trop tard, donc nous devions passer la nuit dans cet endroit, et dans ce village, Al-Khankala. Et donc je suis arrivé dans cette maison où j'ai été accueilli avec cet ami Mahmoud dont je vous ai parlé,
est le héros de mon premier livre. Et en fait, on a passé une nuit à peu près normale, mais c'est le lendemain, très tôt, qu'on a été réveillé par des bruits, par des cris. Et c'était en fait un groupe de Tchétchènes, d'indépendantistes, qui venaient d'arriver, de sortir en fait de la capitale et d'arriver là où nous nous trouvions. Eux-mêmes venaient de passer en marchant à travers un champ de mines. Il y avait énormément de blessés. Et parmi ces blessés, il y avait un chef de guerre indépendantiste, Shamil Bassaïev, dont la tête avait été mise à prix par les Russes à l'époque. Donc évidemment, c'était... Et la rumeur, j'entendais des jeunes qui me disaient, qui m'avaient reconnu parce qu'ils m'avaient vu, je les avais vus, j'avais écrit sur eux quelques semaines auparavant, ils avaient été dans un autre village de Tchétchénie, et ils me disaient, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Et je disais, mais j'essaye de rentrer dans Grozny, et eux me disaient, mais n'entre pas, parce que nous sortons. Et c'était une info en soi, ils sortaient, il y avait 1200 personnes dans ce groupe ce matin-là, à l'aube. C'était donc le début en fait du tournant de la guerre en Tchétchénie, quand les Russes ont réussi à rentrer et à tenir la capitale. Et eux, ces jeunes, m'ont dit, mais Bassaïev est parmi nous, Bassaïev est mort, Bassaïev est blessé. Et il fallait que je vérifie cette information, et pour la vérifier, il fallait évidemment que je voie physiquement ce Bassaïev. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, mais ce que je voulais vous dire par rapport à cette jeune fille, c'est que après m'être rendu compte, après quelques heures quand même, parce que comme je dis, on ne peut pas comprendre tout de suite, mais je me suis bien rendu compte que, étant donné l'importance numérique de ce groupe qui sortait de la capitale, il y allait avoir des conséquences de la part de l'ennemi russe qui nous entourait. Et ces conséquences, la conséquence première, c'était évidemment un bombardement aérien sur le village le village de civils dans lequel nous étions, mais dans lequel venaient d'arriver à peu près 1200 indépendantistes tchétchènes, donc armés. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Donc j'étais dehors, en train d'essayer de chercher quelque chose à manger sur une petite place où il y avait encore quelques babouchkas, quelques vieilles femmes qui vendaient certaines choses. Je me souviendrai toujours que j'ai acheté une barre chocolatée à une de ces vieilles babouchkas, au moment où le ciel s'est obscurci, est devenu noir d'hélicoptères, de bombardiers. Et là, je suis retournée en courant dans la maison où j'avais passé la nuit, où il y avait cette jeune femme, Leïla, et je lui ai dit, où est la cave? Et elle m'a dit, il n'y a pas de cave. Nous n'avons pas de cave. Donc, il n'était pas question d'aller se protéger dans une cave, mais de toute façon, une cave, ça protège de pas grand-chose face à une telle puissance de feu. Mais symboliquement, c'est vrai que c'est important de se dire, on descend dans une cave. Et donc, nous n'avions pas de cave. Nous étions là, moi, elle, et 3 voisins qui étaient venus lui rendre visite ce matin-là. Et le courage, pour moi, c'était son attitude pendant ces heures qui ont été très longues de bombardement. Elle avait des fossettes, elle avait un sourire merveilleux. Et au bout d'un moment, au bout d'1 ou 2 heures de bombardement, nous étions évidemment terrifiés. On était assis par terre. Il y avait un poêle à bois, il faisait froid. Et les seules fois où j'ai été dehors, c'était parce que j'avais besoin de faire mes besoins à cause de la peur. Et le ciel était orange de feu. Et elle l'a dit, mais et si on faisait du thé? Personne n'avait envie de boire du thé, ni moi, ni elle, ni les 3 voisins qui étaient là. Mais elle avait raison, il fallait faire quelque chose. Donc elle a fait bouillir du thé. Et elle a mis du thé dans le samovar. Et on a bu du thé. En fin de matinée, sous ces bombes, parce qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait passer le temps, il fallait faire semblant d'être dans une espèce de routine de vie normale. Et je lui disais, Leïla, est-ce que les avions vont partir? Est-ce que les avions vont partir? Est-ce que tu penses que les avions vont partir? Évidemment, elle ne savait ni plus ni moins que moi quand les avions allaient partir. Évidemment qu'ils allaient partir à un moment donné. Mais elle me disait, elle répondait chaque fois inlassablement à ma question que je lui répétais. Ils vont partir, ne t'inquiète pas Anne, ils vont partir, ils vont partir. Et puis finalement la journée a passé et effectivement ils sont partis. Ils sont partis vers 16-17 heures au moment où la nuit tombait, parce que la nuit tombe tôt à cette époque-là de l'année en Tchétchénie. Et nous avons repassé une nuit là. Et le lendemain, c'est seulement le lendemain que j'ai pu repartir de cet endroit, mais il y avait eu une espèce de carnage,
évidemment dû à ces bombardements, et ça on s'en était pas rendu compte, puisque nous étions dans cette maison, comme je viens de vous le décrire, pendant que le bombardement avait eu lieu, et que nous en avions réchappé, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de nos voisins, et que toutes les maisons, le peu de maisons de ce petit village, c'était 2 rues perpendiculaires, étaient totalement dévastées. Quand je suis sortie le lendemain matin, ça sentait la chair brûlée. Et j'ai pris des photos d'ailleurs ce jour-là, pourtant je ne prends pas de photos, parce que je laisse ce travail-là à mes collègues photographes, qui font un travail merveilleux. Mais c'est la seule photo que j'ai accepté de publier dans Libération, parce que j'étais la seule personne à avoir pris des photos ce jour-là, dans cet endroit-là. Voilà, ça c'est pour moi le cœur de la mission du reporter. Évidemment, il a fallu que je sois là pour pouvoir le raconter, sinon je n'aurais pas pu le raconter, ou c'est de seconde main ou de troisième main, il me semble que ça n'a pas le même pouvoir. Et en même temps, effectivement, c'est un immense risque que d'être là et de pouvoir le raconter. Mais pour moi, il faut, c'est-à-dire, je suis là, je suis là pour chercher l'information et chercher à faire partager ce qu'est la complexité d'une guerre, donc je dois prendre le risque. Le risque, il faut donc du caractère, il faut de la précision. De la précision, ne pas porter de jugement. Et la précision, je fais juste une petite parenthèse, Anne a travaillé souvent pour le New York Times, qui a une façon qui est peut-être exemplaire dans le monde journalistique aujourd'hui, parce que le New York Times, quand le New York Times publie un reportage, avant de le publier, ils ont toujours fait faire un contre-reportage pour voir si le reporter ne raconte pas des bêtises, s'il a bien rencontré les personnes dont il parle dans son reportage. C'est-à-dire il y a des correcteurs oui. Au New York Times, qui n'existent pas du tout dans les médias français, qui ont pour rôle de relire le texte du journaliste, et le journaliste cite des personnes dans son texte, et autant que faire se peut, ce correcteur essaye de contacter ces personnes et de leur demander si elles ont bien parlé aux journalistes, pour bien vérifier si elles ont parlé, pour voir si les citations n'ont pas été inventées. Ce qui devrait être fait par... Enfin, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan, mais ce qui devrait être... donc, tu nous as parlé de Tchétchénie, tu vas nous parler de quelques femmes que tu as rencontrées. Tu as choisi volontairement des femmes, quelques femmes que tu as rencontrées en Irak, en Afghanistan, parce qu'on a parlé de la Tchétchénie, mais l'Afghanistan, c'est des moments que personnellement j'ai vécu, parce que tout à l'heure, oui, la Tchétchénie, je ne connaissais pas Anne à l'époque. On s'est rencontrés en 2004, justement, à l'occasion d'un livre qu'elle publiait sur l'Afghanistan et l'Irak, et notamment l'Afghanistan. Et j'étais assez fasciné par... je la connaissais, mais j'étais fasciné. Si, je t'avais interviewé à RTL, vous voyez. Tu prétends m'avoir interviewé. Oui, une fois, quand j'étais à RTL, souvenu, par téléphone, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette reporter acariâtre qui nous a envoyé balader, parce qu'elle avait envoyé balader mon assistante à l'époque. Donc Anne Niva, j'avais un drôle de souvenir. Et puis, mais je reconnaissais la qualité de son travail, ça je le savais, elle avait reçu le prix Albert Londres, je savais. Et donc Afghanistan, je vais vous raconter l'anecdote, allez, je la raconte, notre rencontre, vite fait. Allez, puis après nous passons. Oui, non, simplement, elle venait d'écrire un livre qui s'appelle Lendemain de guerre, et, sur l'Afghanistan et l'Irak, et donc mon assistante me dit, tiens, c'est très bien, Niva, avec le caractère qu'elle a, je ne vais sûrement pas la recevoir et tout. Et puis elle insiste, et de son côté, Anne vivait à Moscou à l'époque, et de son côté, son attaché de presse de chez Fayard lui disait, mais si, il faut que tu ailles répondre aux questions de Bourdin, vas-y. Elle me disait plutôt, tu as quitté la France depuis trop longtemps pour savoir qui est Jean-Jacques Bourdin. Oui, d'ailleurs, elle ne savait pas du tout. Non, je ne savais pas du tout. J'étais très pressée dans ce studio de RMC. Oui. Elle était très pressée, mais il n'empêche que c'était bien. Je crois qu'on a partagé. Et Jean-Jacques Bourdin m'a alpagué à la fin de l'interview. Oui, à la fin de l'interview, et puis je lui ai proposé de déjeuner, et puis voilà comment. Voilà. Bon. Parenthèse refermée. Donc j'ai vécu ensuite tous ces reportages. Aujourd'hui, vous verrez, son projet est différent. Je vous parlerai de son projet à la fin. Mais j'ai vécu tous ces reportages en Afghanistan et en Irak. Et je dois dire que un journal italien, un jour, avait titré un article, c'était Elle Italien, je crois, hein, le Elle italien, qui avait titré Il Cameleone. Et Anne, c'est un caméléon. C'est-à-dire que quand elle est en Tchétchénie, elle est habillée comme une femme tchétchène. Si elle va en Afghanistan, elle est habillée comme une Afghane. Et combien de fois,
J'ai vu des photos d'elle en burqa. Parce que, et elle va nous expliquer pourquoi. Ensuite, quand elle va en Irak, elle est habillée comme une Irakienne. Et d'ailleurs, à la maison, nous avons un placard où il y a une tenue irakienne, une tenue afghane, il y a une burqa qui est bleu marine. J'ai toutes mes tenues différentes. Il y a des tenues tchétchènes qui sont, c'est juste un foulard, une jupe longue simplement, c'est plus discret. Et oui, et pourquoi, Ilkame, pourquoi? Parce que tu vis avec les gens, parce que dans le monde musulman, ça tu vas nous le raconter. Parce qu'il me semble que la seule... Pardon, je finis, parce que dans le monde musulman, les hommes ne s'adressent pas à une inconnue. Donc tu as voyagé, tu as fait des centaines de kilomètres dans des taxis collectifs où tu étais sous ta burqa, où personne ne t'adressait la parole. Évidemment, tu étais une femme qui ne connaissait pas, et ça t'a permis d'évoluer et de recueillir les confidences des femmes que tu as croisées, notamment en Afghanistan. Et ça, c'est formidable. Dis-nous. Les femmes afghanes. Oui, non mais c'est vrai que on dit toujours l'habit ne fait pas le moine, mais dans les pays où je vais, l'habit fait le moine. C'est-à-dire que, pour moi en tout cas, pour moi qui ne suis pas une femme locale, mais qui, pour être la plus discrète possible, doit passer pour une femme locale. Absolument. Si par la façon dont je suis habillée, on se rend compte que je ne suis pas une femme locale, immédiatement, premièrement, je devrais affronter beaucoup de risques, puisque, une fois de plus, on est dans un pays en guerre. Et deuxièmement, beaucoup de curiosité, et le risque du kidnapping est un risque aussi. Il n'y a pas que le risque des bombardements. Mais pour moi, tout cela va de soi, mais c'est surtout cette humilité de l'adaptation. Pour moi, ça n'est pas un effort du tout. C'est quelque chose que je dois aux personnes qui m'accueillent dans le pays qui est le leur, qui n'est pas le mien, que j'ai choisi de sillonner. Bien sûr, personne ne me force à y aller, c'est un choix. Mais je pense qu'en ayant cette attitude d'ouverture à l'autre, j'aurai en retour une ouverture et une confiance mutuelle. Et jusqu'à présent, c'est comme ça que ça s'est passé, à quelques petites exceptions près. Mais en général, justement, toutes les femmes que j'ai rencontrées, que ce soit en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, en Syrie, ont apprécié ce geste. Et elles sont même parfois étonnées parce que elles me voient tellement adaptée à ce qu'elles sont, elles, à leur façon de vivre, qu'elles sont à milieu de penser quelle est ma façon de vivre en Occident. Mais ça, c'est un autre thème. C'est le thème de la dichotomie. Et c'est un thème qui, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que je rentrais de reportage, que je retrouvais Jean-Jacques, puis mon fils, je me suis rendu compte de cette espèce de schizophrénie grandissante de ma propre personnalité par rapport à cette capacité d'adaptation. Et que je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de me réadapter à mon propre pays et d'écrire sur la France. Et ça, c'est ce que je vais faire bientôt. Mais ça, oui, c'est un autre thème. C'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, Tchétchénie, l'Afghanistan, l'Irak, 3 pays majeurs pour toi, ces 3 régions du monde, évidemment, l'attitude de la population est très différente. En même temps, on se ressemble, mais l'Afghanistan, qui est un pays quand même très, très fermé, où les relations hommes-femmes sont assez difficiles, plus difficiles qu'en Irak d'ailleurs, parce qu'en Irak, c'est un pays qui était laïque, qui était gouverné par laïque. Maintenant, ça a changé. Hein, oui, mais les guerres engendrent le conservatisme. Oui. Et notamment le conservatisme religieux. Donc, que ce soit en Afghanistan des talibans, que ce soit dans l'Irak post-Saddam, il y a une espèce de retour vers l'enfermement. Donc, c'est la raison pour laquelle, il me semble, les femmes afghanes n'ont absolument pas jeté leur burqa aux orties, comme nous, les Occidentaux, avions espéré qu'elles le fassent, parce que justement, la présence même de militaires étrangers, non pas étrangers à leur village ou étrangers à leur vallée, mais étrangers à leur pays, les empêche
de se Vous découvrir. les a empêchés dans tous les cas. Et les empêche jusqu'à présent. Et en Afghanistan, tu étais reçu dans des familles, toujours dans le quartier des femmes. Et là, ce qui était très intéressant, c'est le dialogue qui s'établissait Avec entre les ces femmes afghanes et toi. Non, parce que effectivement, mon premier accès est toujours aux hommes. Je vois en premier des hommes, partout où je vais, parce que ce sont les Tu hommes... vois des hommes, ton tissu de relations, parce que je vous fais encore une petite parenthèse, à la maison, il faut voir les coups de fil, les mails qui arrivent du Pakistan, du monde entier, parce qu'Anne, c'est vrai, a su, au fil du temps, et ça, ce sont les années, hein, bien sûr. mais tous les grands reporters, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont un carnet d'adresses absolument exceptionnel, un réseau exceptionnel d'hommes, de femmes qui sur le terrain les aident, qu'ils connaissent. Tu as fait confiance parfois, oui, tu as fait confiance au feeling, vraiment, à des hommes. Alors, il faut faire confiance. Oui. Mais je voudrais continuer sur le fait que j'ai d'abord accès aux hommes, parce que ce sont les hommes qui sont dans l'espace public. Oui. Ce sont les hommes qui font la guerre. Ce sont les hommes qui sont dehors, pas à l'intérieur des maisons. Donc je vois en premier des hommes, où que ce soit. Et ces hommes, une fois qu'ils ont compris quelle était ma démarche, et qu'ils voient que je suis habillée comme une de leurs femmes, une femme locale, tout en n'étant pas une de leurs femmes locales, effectivement, c'est là tout le caractère unique, et qu'ils ont compris tout le respect que j'ai pour eux, pour leur société, toute l'envie que j'ai d'essayer de comprendre ce qui se passe dans leur pays au moment où j'y suis, eh bien ces hommes me ramènent chez eux. Et chez eux, il y a leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs, leurs filles. Il y a tout ce monde-là, parce que, évidemment, les rapports hommes-femmes, dans ces pays qui sont essentiellement des pays musulmans, dans ces sociétés qui sont essentiellement des sociétés conservatrices, voire ultra-conservatrices, les rapports hommes-femmes sont extrêmement différents qu'en Occident. Bon, et ce sont des choses qu'il faut respecter. Si on ne les respecte pas, on n'est pas admis. On n'est admis nulle part. Et ça me semble normal. Donc là, ça n'est pas la question de si je suis d'accord avec la façon dont ces sociétés fonctionnent ou pas. La question est que j'y suis physiquement et que pour avoir accès à tous ces gens, je dois me couler dans ce qu'est leur appareil du ses coutumes. Absolument. Et ces hommes me ramènent chez eux. Et là, il y a évidemment tout un cérémonial. Il y a le cérémonial d'abord de l'hospitalité. Et ça, je tiens à le souligner. C'est-à-dire que pas une fois, des centaines et des centaines de nuits que j'ai passées dans tous ces pays, en guerre, une personne ne m'a fermé sa porte. Pas une fois. Et j'ai dormi chez des gens qui m'ont donné leur lit et qui, eux, dormaient par terre à côté pour me laisser dans leur lit parce que c'est la règle de l'hospitalité. Parce que je suis un hôte de passage, qui plus est, qui vient de très loin, et qui plus est, justement, une femme. Et tout cela alors que les personnes chez qui j'allais n'avaient souvent rien à manger, parce qu'il n'y avait rien dans le garde-manger et que les frigidaires, comme je vous les ai expliqués, ne marchent pas, et que les magasins ne fonctionnent pas non plus. Parfois, j'ai des gens qui ont tué leur dernière vache pour me faire cuire de la viande, alors qu'évidemment, je ne le souhaitais pas. Mais j'étais obligée d'accepter. Et une fois que je suis dans ces maisons, que j'ai d'abord mangé avec les hommes, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, l'habitat est construit en Afghanistan, en Irak, en Tchétchénie aussi, d'une moindre mesure, parce que la Tchétchénie a été très soviétisée, puisqu'elle faisait partie de l'URSS. Eh bien, il y a une pièce qui est la pièce pour les hôtes, pour les invités, qui est la première pièce dans laquelle l'invité rentre, homme ou femme, et qui est une pièce qui n'est pas la pièce dans laquelle se déroulent les activités de toute la famille. Ensuite, parce que je suis une femme et qu'on m'accueille pour dormir, on me laisse entrer dans le reste de la maison. Et le reste de la maison, eh bien, c'est d'autres pièces où dorment les femmes, et surtout la cuisine où travaillent les femmes. Parce qu'avant, pendant ces heures où j'ai été nourrie par des femmes que je ne voyais pas, qui sont en train de se dépêcher de faire la cuisine pour l'inviter. Et je sais que ces femmes sont extrêmement impatientes de me voir. Et elles doivent attendre souvent plusieurs heures avant de me voir. Elles ont plein de questions. Absolument. Parce que ces femmes n'ont pas souvent l'occasion
de rencontrer une femme occidentale. Elles ont vu des femmes occidentales, mais à la télévision. Et parce que depuis la fin des talibans et depuis la fin de Saddam, en Irak, les antennes satellitaires sont maintenant autorisées dans ces pays. Donc il y a 400-500 chaînes visibles. Et même si personne ne comprend les différentes langues, ils peuvent zapper et voir nos chaînes. Et là, je parlerai d'une femme Nidret. Nidret, qui est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée en Irak, à Kirkouk, qui est une ville clé pour comprendre l'Irak aujourd'hui et qui est une ville dont on parle très peu, justement parce que la situation est complexe et que les médias n'aiment pas la complexité. Kirkouk est la 3e plus grande ville d'Irak. Elle est un peu au nord de Bagdad, mais au sud de la région qui est constituée par le Kurdistan. Elle est en fait à la frontière. Et les Kurdes veulent récupérer cette ville, alors que le régime de Bagdad, mais qui est un régime aujourd'hui extrêmement fragile, essaye de conserver Kirkouk. De toute façon, l'Irak est en train d'exploser en morceaux. Et cette femme Nidret est une... Donc en Irak, vous avez une majorité d'Arabes, vous avez également des Kurdes, et vous avez des Turkomans, ou des Turkmènes, qui parlent une langue, ils parlent évidemment tous l'arabe, les Kurdes parlent l'arabe, tout le monde parle l'arabe. Mais les Kurdes parlent en plus le kurde, et les Turkomans parlent en plus le turcoman, qui est une langue proche du turc. Et c'est une minorité, les Turkomans. On va revenir à Nidret, à toutes ces femmes qui ont marqué, mais ce que je voudrais, c'est les questions que les femmes afghanes te posent, cette curiosité, et notamment, la première question, toute claire, mais qu'est-ce que vous faites ici? Votre mari vous a laissé partir? Oui, ça c'est vrai. La plupart à chaque fois que des femmes après m'avoir tellement entendu comme ça pour me parler, la première des choses qu'elles me disaient, non, la première question, ce n'est pas celle-là, la première question c'est, est-ce que tu es musulmane? Parce qu'elles me voient voilée devant elles. Je suis évidemment toujours voilée, puisque je viens de vous expliquer qu'évidemment il n'est pas possible de ne pas être voilée, sinon je serais immédiatement repérée. Et je réponds, non, je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne. Et je porte ce voile pour 2 raisons. Premièrement, raison de sécurité dans votre pays en guerre, elles le comprennent parfaitement. Deuxième raison, par respect pour vos coutumes, pour votre pays. Et une fois ces clarifications faites, on peut passer à la deuxième question, qui est effectivement celle-là, c'est-à-dire comment ton mari a-t-il pu t'autoriser à faire ce que tu fais, c'est-à-dire à être là parmi nous, alors que tu es une femme. Tu viens de loin, tu vis dans un pays qu'elles imaginent un pays de cocagne. Pourquoi es-tu là? Et là s'engage évidemment un grand dialogue qui parfois devient très complexe et très philosophique sur les raisons de ma présence. Et souvent ce dialogue se transforme, et c'est le moment que je préfère, en véritablement leur question vis-à-vis de moi, plus que moi vis-à-vis d'elles, parce que c'est grâce, à travers les questions qu'elles me posent, que je peux me rendre compte de la façon dont elles nous voient. Nous, les Occidentaux, et plus particulièrement, nous, les femmes occidentales. Alors, c'est là que je reviens à Nidret, parce que Nidret, justement, dans cette ville de Kirkouk, Nidret, qui est institutrice, professeure d'anglais, dans des petites classes à Kirkouk. Donc, une femme éduquée, avec un mari éduqué, qui travaille dans une entreprise d'extraction de pétrole, et qui ont 4 enfants. Justement, on revient à cette télévision, au fait de zapper. Un soir, j'étais comme ça chez eux, et évidemment, ils avaient mis la télévision en fond. Vous voyez que finalement, on se ressemble tous. Hein. La télévision joue le même grand rôle, ici comme dans des pays en guerre, parce qu'ils ont quand même, quand l'électricité marche, ou plutôt quand ils ont réussi à acheter un générateur d'électricité, ils allument la télévision. Et ils zappent, et ils tombent sur des chaînes occidentales, et les chaînes occidentales, c'est compliqué à comprendre. Je ne parle pas de la langue, je parle de ce qu'on y montre pour un public moyen-oriental. Et les chaînes italiennes, avec les veline italiennes, c'est-à-dire les présentatrices des émissions sur la Rai 1, 2 et 3, de la météo, qui sont qui sont très, très court vêtues et très légèrement vêtues, c'est un choc pour... je me rappelle très bien, Nidret, le choc qu'elle avait en voyant cette femme qui présentait la météo. Elle a vite changé de chaîne parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants voient ça à la télévision. Donc, Nidret,
aussi avaient, comme des femmes afghanes beaucoup moins éduquées qu'elles, des visions de la femme occidentale qui sont des stéréotypes et qui répondent à nos stéréotypes à propos d'elles et d'eux. Des deux côtés, de part et d'autre, il y a des stéréotypes les uns sur les autres et évidemment des idées reçues. Et souvent, j'ai eu l'impression que mon rôle, c'était d'être justement cet intermédiaire qui passe sans arrêt d'un monde à l'autre, qui surfe comme ça, comme un surfeur sur la vague, comme un promeneur dans la montagne sur une crête, et qui essaye de faire passer des messages d'un monde à l'autre. Et ces discussions avec les femmes étaient formidables, parce que donc elles me faisaient me rendre compte de tout cela, sans l'intermédiaire des hommes, quand on arrivait à parler sans l'intermédiaire d'hommes, ce qui est difficile, parce que ce sont souvent des femmes qui ne parlent pas, qui n'ont aucune langue commune avec moi, qui sont souvent illettrés, alors que les hommes ont été à l'école, puisque dans ces pays, on donne la priorité aux fils pour aller à l'école, encore aujourd'hui, sauf en Irak sous Saddam Hussein, puisque c'était un pays laïque, et l'Irak était le pays du Moyen-Orient dans lequel il y avait le plus bas taux d'illettrisme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et bien, là, je sentais que ces femmes avaient comme une espèce en même temps d'envie de ma liberté, et également une immense peur de cette liberté. Ça, c'est un sentiment dual. Oui, tu as rencontré ça au Pakistan aussi. Partout. Au Pakistan, beaucoup. Anne est allée très très souvent au Pakistan, qui est un pays passionnant, hein, puisque le Pakistan, au nord-ouest, on est à la frontière afghane avec les talibans qui s'étaient réfugiés. Des centaines de milliers d'Afghanistan se sont réfugiés au Pakistan. On a la rivalité avec l'Inde. Enfin, c'est un pays qui a la bombe nucléaire. Les talibans sont réfugiés au Pakistan. Ben Laden était au Pakistan, comme vous savez. Bien sûr. Bon, tu as rencontré ça au Pakistan, tu as rencontré ça en Irak, tu as rencontré ça en Afghanistan, en Syrie, mais que tu as moins sillonné. Mais je voudrais simplement faire une petite parenthèse sur la situation en Irak aujourd'hui, parce qu'on dit n'importe quoi sur ce qui se passe en Irak. On ne mesure pas le drame que vit ce pays aussi aujourd'hui, qui est en train d'éclater. Il fut une époque où sur RMC on pouvait parler d'Irak. Aujourd'hui, malheureusement, on ne s'intéresse plus trop à l'Irak. Non, mais c'est vrai. N'est-ce pas, Monsieur Bourdin? Non, mais c'est vrai que malheureusement, on ne s'intéresse pas suffisamment à ce pays, parce que c'est un pays clé aujourd'hui, bordé à l'est par l'Iran, à l'ouest par la Syrie. L'État islamique s'est installé sur une partie du territoire irakien, contrôle quoi, 25% du territoire irakien aujourd'hui à peu près, hein, un tiers. Daesh. Donc, dis-nous très vite ce qu'est l'Irak aujourd'hui, parce que ça nous permet de comprendre. L'Irak aujourd'hui, c'est un pays détruit au sens propre comme au sens figuré. Les Irakiens ne savent plus qui ils sont, ne savent plus où ils vont. Il y a donc un tiers nord-ouest qui est aux mains de Daesh, de l'État islamique. C'est à peu près la région qui est peuplée de sunnites. Le sud du pays est peuplé de chiites. Et donc c'est une deuxième partie du pays. Et le nord-est, ce sont les Kurdes. Donc on a, évidemment, comme les Américains se sont désengagés il y a maintenant 2 ans, sans que le monde entier puisse comprendre s'ils avaient gagné ou perdu cette guerre, comme en Afghanistan, ils prétendent, enfin leurs services de communication divers et variés, que ce soit ceux de l'armée américaine ou ceux du Department of State, sont bien sûr extrêmement forts pour faire croire au monde entier que la situation est sous contrôle ou qu'elle va l'être, etc., etc. Mais enfin, ne nous leurrons pas. Le désastre est total en Irak comme en Afghanistan aujourd'hui. On n'en parle plus parce que les médias, en grande majorité, quand il y a une horde de journalistes, c'est qu'il y a des troupes militaires, et avant tout des troupes militaires américaines, et que quand les militaires américains quittent une zone, eh bien les journalistes partent. Bon, moi évidemment, et d'autres que moi, nous ne dépendons pas de la horde de militaires pour aller dans des pays, mais simplement nos sujets
il faut qu'on les vende. Moi, je peux aller demain en Irak, demain en Afghanistan, mais encore faut-il que ce que je vais récupérer comme information sur place, les histoires que je vais raconter, que je vais écrire, que je puisse les publier, sinon à quoi ça sert? D'ailleurs, nous parlerons tout à l'heure, s'il y a des questions là-dessus, nous parlerons de la difficulté quand on est un reporter indépendant comme Anne, avec pourtant cette réputation, cette renommée, ce travail antérieur, la difficulté de publier, la difficulté de trouver une oreille attentive lorsqu'on vient voir un rédacteur en chef et lorsqu'on vient lui dire tiens, je reviens d'Irak ou je reviens d'Afghanistan et je voudrais raconter la vie et j'ai beaucoup de choses à dire, et bien là, prochaine fois, quoi. C'est malheureusement, mais ça c'est une parenthèse. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que j'ai partagé énormément de moments un peu angoissants pour moi, je le dis, notamment une fois en Afghanistan, parce qu'on a une règle tous les deux, c'est que quand on est sur un terrain difficile, toutes les 4 heures on s'appelle. Elle a un téléphone satellite. Le téléphone satellite, ça coûte une fortune, mais c'est un lien indispensable. Vous savez qu'avec un téléphone satellite, vous pouvez téléphoner. Non, parce que dans les pays en guerre, il n'y a aucun réseau téléphonique. Voilà, il n'y a aucun réseau ni téléphonique. filaire, ni cellulaire. Même si ça a beaucoup progressé aujourd'hui avec les portables. Quand le réseau cellulaire oui. apparaît dans un pays, ça signifie qu'il est un tout petit peu moins en guerre. Oui. Et surtout qu'il y a des compagnies téléphoniques qui sont là pour faire de l'argent. Oui. Et d'ailleurs, à travers tes livres, on croise des tenanciers de la guerre. J'emploierai volontairement le mot, des hommes qui font fortune grâce à la guerre, qui s'installent dans les bagages de l'armée américaine, qui ouvrent des restaurants, qui sont là et qui gagnent beaucoup d'argent, et puis qui s'occupent de la sécurité, parce que les Américains ont une particularité, ils font sécuriser leur camp par des entreprises privées, par des compagnies privées, ce qui est quand même leur camp militaire, ça c'est assez les étonnant. Les Américains, les Canadiens, les Français ne le font pas encore, oui. Mais ça va venir. Oui, les Américains, les Canadiens. Parce que l'armée française s'américanise. Dans un de tes livres, d'ailleurs, tu racontes ta vie, ta rencontre avec l'armée canadienne, ça c'est autre chose, qui t'a accueilli, qui t'a permis en Afghanistan de partir en... Non, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans les reporters de guerre, souvent, dans les guerres d'aujourd'hui, partent couvrir des guerres en étant ce qu'on appelle embarqués. Embarqué, c'est une traduction du mot anglais embedded. Les mauvaises langues en anglais disent in bed with. C'est effectivement les armées diverses et variées des pays qui font la guerre, qui offrent aux journalistes leur protection et leur liberté de mouvement. Mais tout ça est évidemment un leurre absolu, puisqu'il n'y a pas de protection quand on est à la guerre. Et moi, je me suis senti beaucoup moins protégé quand j'étais avec l'armée canadienne que quand je suis parmi la population civile, parce que quand vous êtes avec une armée, des militaires qui sont considérés comme des ennemis dans le pays où vous êtes, évidemment, vous êtes une cible, alors que tous mes efforts pour ne pas paraître comme une cible sont vains. Donc, ça, c'est le premier leurre, le leurre de la protection, et le deuxième leurre, c'est le leurre de la liberté de mouvement, puisqu'évidemment, quand vous êtes tributaire des blindés de l'armée en question, vous ne pouvez pas aller où vous voulez, par définition. Alors, je ne vais pas m'étendre, parce qu'on n'a pas le temps, sur effectivement ta seule expérience avec une armée, cette armée canadienne, mais qui a joué le jeu jusqu'au bout, puisqu'elle t'a permis de partir en patrouille avec eux. Mais ça, je l'ai fait, tu le sais, pour une raison précise. Oui. C'est parce que, donc d'habitude, ce sont les journalistes qui demandent à partir avec un corps d'armée. Ils font des demandes qui sont étudiées, etc. Il y a tout un processus. Alors que là, ça a été l'inverse. C'est l'armée canadienne qui est venue me chercher, qui a demandé à me voir après m'avoir vu à une émission de télé au Québec. Et j'ai trouvé que l'attitude de ce major canadien qui avait réussi à trouver mon numéro de téléphone après avoir vu cette émission et qui m'avait appelé le lendemain en me disant « Je vous ai entendu à la télé, vous êtes très convaincante pour parler des civils dans la guerre. Moi, je dirige 200 hommes pour la dernière mission de combat du Canada en Afghanistan et j'aimerais que vous veniez parler à mes hommes. » J'ai trouvé que c'était une attitude d'ouverture extraordinaire. Et je me suis dit, il faut saisir l'occasion. Donc on a échangé nos mails, on s'est parlé par mail, et on a fait en sorte que je puisse venir parler à ces hommes, pas au Canada, mais sur place en Afghanistan.
Et il a réussi à faire accepter ça par sa hiérarchie. Et là, je dois dire que c'était très intéressant, parce que j'avais en face de moi des militaires demandeurs de ma connaissance du terrain afghan, des civils, et ils admettaient eux-mêmes, ces militaires, qu'ils ne les connaissaient pas, ces civils afghans, et que donc ils ne savaient pas quoi faire pour mener leurs opérations de contre-insurrection. Et j'ai passé quelques semaines avec eux, en mettant autant de passion à être avec eux que j'en mets à être avec les civils, bien sûr, en essayant autant de m'adapter à eux, sans être un poids, de la même façon que je le fais avec les civils. Et ensuite, je suis repassée du côté des civils. Et c'est en passant du côté des civils, physiquement en marchant sur les 300 mètres de No Man's Land qui séparaient cette base aérienne du sud de l'Afghanistan à Kandahar, le fief des talibans, le headquarter de ces militaires canadiens, et en allant de l'autre côté, outside of the wire, comme ils disent, de l'autre côté, du côté des civils, où m'attendait un ami ex-taliban que je n'avais pas vu depuis plusieurs années, et que je me suis dit, mais c'est là-dessus qu'il faut écrire. Il faut écrire sur cette différente vision entre celle des militaires sur l'Afghanistan et celle des civils afghans sur les militaires dans leur propre pays, sur ce face-à-face absolument inouï entre deux mondes qui finalement se côtoient très très peu. Or, une fois de plus, je constatais que moi, je servais d'intermédiaire. Alors, je l'ai écrit, ce livre, il s'appelle Lendemain de guerre. Oui, Les brouillards de la guerre. J'aurais 1000 anecdotes, parce que j'ai vécu de loin des centaines d'événements, de micro-événements, ce qu'a vécu Anne, elle, sur le terrain, mais elle m'a raconté, oh, mais téléphone, livre, bon, ce qu'elle a voulu me raconter. Et donc, mais enfin, on n'a pas le temps, malheureusement, mais si vous avez des questions, vous pouvez. Mais je voudrais simplement que tu me parles d'une jeune femme que tu as croisée dans ta vie de reporter et qui aujourd'hui est en train, enfin, après des années de courage, enfin, de s'accomplir. Assil. Dis-moi, Assil. Parle-nous d'Assil, parce que c'est l'exemple, c'est d'actualité. En plus, c'est vraiment d'actualité. En deux mots, je terminerai sur Assil, ensuite on ouvrira la salle aux questions. Bien sûr, Assil est une jeune femme irakienne que j'ai rencontrée quand j'avais réussi, avec beaucoup de difficultés, à rentrer dans un hôpital du quartier de Sadr City à Bagdad, qui est le plus grand quartier chiite de cette mégapole qui est Bagdad, hein, parce que c'est 10 à 11 millions d'habitants. Hein. Bagdad, vous n'imaginez même pas à quoi ça ressemble. C'est une espèce de Los Angeles du Moyen-Orient, avec du béton partout, des espèces d'autoroutes. Maintenant, elles sont à moitié détruites, mais qui passent au-dessus du Tigre, le fleuve qui divise la ville. En même temps, il y a une très vieille ville ancienne, une vieille ville juive qui a été saccagée, détruite, avec des couleurs ocre, des tempêtes de sable. C'est une ville que j'ai détestée, mais que j'ai aussi tellement aimée parce que j'y ai passé tellement de temps. Et ça, je le raconte dans Bagdad, zone rouge, ce qu'est, ce que représente cette ville tentaculaire, et dans laquelle j'ai réussi à me faire quelques amis. Donc, Assil, je l'ai découverte, une jeune femme qui avait 25-26 ans, il y a 5-6 ans quand je l'ai rencontrée. Urgentiste. Plus, même 7-8 ans, même. Oui. C'était en 2007, 2008, 2009. Urgentiste dans ce grand... Au pire moment de l'Irak, de la guerre entre les Américains. De ce qu'on peut considérer aujourd'hui, non, pire, pas la guerre des Américains, ouais. La guerre civile entre sunnites et chiites dans Bagdad. Il y avait 300 morts par jour à l'époque. Ouais. Dans Bagdad. Et qui se poursuit d'ailleurs, cet affrontement. Guerre civile qui, selon moi, était évidemment une conséquence de l'invasion américaine. Et elle était dans cet hôpital de ce quartier chiite, qui était tenu par des milices chiites. Et c'était les miliciens qui, et ça elle ne me l'a pas dit tout de suite, c'était les miliciens qui achetaient, qui finançaient, qui achetaient les médicaments. Et les miliciens chiites ne voulaient évidemment, voulaient que elle et ses autres collègues urgentistes ne soignent que des chiites et pas des sunnites. Là, on est au cœur d'une guerre civile, quand on choisit qui on soigne, qui on sauve. Et bref, on s'est liés d'amitié, et cette femme, aujourd'hui, elle est en France. Et cette femme était la seule femme dans l'hôpital à refuser d'être voilée. Oui, elle a refusé d'être voilée,
Et elle recevait des menaces de mort pour cela, parce qu'elle refusait de porter le voile. Parce que vous savez, dans la guerre, tout est possible. Donc quand vous avez des combattants qui arrivent dans l'hôpital en question, en portant l'un des leurs et en obligeant le médecin à le soigner et en lui mettant un pistolet sur la tempe et en lui disant fais ça tout de suite alors que d'autres sont là et ont autant d'urgence à être soignés, etc. Et qui, si par malheur la personne en question décède, viennent se venger le lendemain en tuant le médecin en question, en disant t'as pas fait ton travail. Ça s'est passé des centaines et des centaines de fois, elle me l'a raconté, Assil. Donc il y a toute une population de médecins qui émigraient d'ailleurs à l'époque au Kurdistan, parce que à cette époque, et je dois dire encore aujourd'hui, le nord-ouest irakien, c'est-à-dire le Kurdistan irakien, apparaissait comme une espèce de havre de paix pour tous ces habitants de Bagdad. Et j'avais été aussi en Jordanie voir, il y avait tout un, je me souviens, un étage entier d'un grand hôpital de Amman, la capitale de la Jordanie, dans lequel il n'y avait que des médecins irakiens. Que des médecins irakiens. Et donc elle était médecin dans cet hôpital de Sadr City, jeune médecin, elle refusait de porter le voile, elle a été menacée, mais elle a toujours résisté. Et donc elle m'a dit un jour, Anne, je veux partir. Je lui ai dit, tu veux aller où? Elle m'a dit, je voudrais aller en France. Je me suis dit, mon Dieu, mais en France, mais comment tu vas faire? Ton diplôme de médecin ne sera pas reconnu, tu ne parles pas un mot de français, c'est extrêmement difficile d'obtenir l'asile politique, etc. Ce que je dis pratiquement à tous ceux qui me disent qu'ils souhaiteraient venir en France. Mais j'ai pas pu la convaincre de ne pas venir. Elle est venue. Et elle a été évidemment très mal reçue au départ. Tu l'as aidée pour qu'elle soit... Elle a dormi dans la rue. Elle est arrivée à Mulhouse. Ça a été des mois extrêmement durs. Elle qui était habituée à avoir une solidarité familiale, etc. Enfin bon, bref. Ensuite, évidemment, son diplôme n'a pas été reconnu, bien sûr. Et puis, il s'est passé... Elle est devenue aide-soignante. Elle a travaillé comme aide-soignante dans un service de gérontologie à Mulhouse. Pendant des années. Ses chefs de service ne savaient même pas qu'elle était médecin, ils n'osaient pas leur dire. Et elle me disait, mais comment vous occupez-vous de vos vieux? Voilà ce qu'elle me disait. Et aujourd'hui, heureusement, après 5 ans, elle a... On l'a aidée, elle a maintenant... mais on a eu beaucoup de mal à l'aider. Oui. On a eu beaucoup de mal à l'aider. Aujourd'hui, elle est en stage pour devenir gynécologue. Parce qu'elle était gynécologue au départ. Oui, pour devenir gynécologue, et son diplôme est en train... il y a des équivalences qu'elle a passées, qu'elle a ratées, qu'elle a dû repasser, etc. La législation française est compliquée. Mais enfin, aujourd'hui, elle est ici en France. Elle parle français, bien évidemment. Ça, au bout d'1 an, 2 ans, elle parlait français. De toute façon, elle parlait déjà bien anglais, puisqu'elle était médecin. La langue anglaise est nécessaire en médecine. Et j'ai fait un film en Irak, c'est mon seul film, qui s'appelle Irak, l'ombre de la guerre. Si ça vous intéresse, il est en visionnage libre sur YouTube. Vous mettez mon nom, et Irak, l'ombre de la guerre, et le film arrive. Et dans ce film, il y a tout un passage sur... Parce que je suis très proche de la famille d'Assil. Son père, sa mère, et dans ce film, il y a son frère. Son frère Tarloub, le pharmacien, un pharmacien dans un village du sud chiite, qui continue aujourd'hui à être le pharmacien du village, il le raconte dans le film, à servir souvent de médecin, parce qu'il n'y a plus de médecins, pour les raisons que je vous ai expliquées, et à donner souvent gratuitement des médicaments à ceux qui ne peuvent pas se permettre de les acheter, puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne normalement en Irak aujourd'hui. Bon, voilà. Je crois qu'on a... On n'a pas fait le tour, mais... Oui. On a écorné à peine tout ton parcours. Mais étant donné l'heure qu'il est, on aimerait raconter. surtout que vous posiez des questions. Oui, moi je crois que ça serait bien. Si vous avez des Avec questions... grand plaisir. On est prêt à répondre à toutes les questions que vous voulez. Si quelqu'un veut poser des questions, je crois qu'il y a une... voilà, déjà, un micro. Bonjour, Quels sont vos rapports avec les organisations non gouvernementales qui travaillent dans ces pays? Parce que par exemple, moi j'ai connu une femme qui travaillait en Tchétchénie, dont je ne me rappelle plus son prénom, mais son nom c'était Koblin. Ah oui, je connais cette ONG qui a longtemps travaillé en Tchétchénie. Voilà. Bien sûr, je connais extrêmement bien les ONG qui travaillent
en Tchétchénie, qui ont travaillé en Tchétchénie, en Irak, en Afghanistan, dans tous les pays où j'ai été, bien sûr. J'ai eu des rapports avec eux depuis très longtemps, mais je garde mon indépendance, c'est-à-dire que souvent les journalistes qui ne sont pas embedded avec l'armée, embarqués avec une armée quelconque, utilisent souvent les organisations non gouvernementales pour rentrer dans le pays ou pour avoir leurs contacts. Moi, je préfère ne pas le faire parce que je préfère aussi garder mon indépendance. Mais j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ces ONG. D'ailleurs, il y a Jonathan Little, qui a eu le prix Goncourt, qui a écrit un petit livre sur la Tchétchénie. Je l'avais rencontré en Tchétchénie parce que Jonathan Little avait commencé à travailler dans une toute petite ONG en Tchétchénie à la fin des années 90, au moment où je m'y trouvais. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, au fond. Bien. Et puis on parlera un peu de ton projet sur la France, parce que... Bonjour. Bonjour. Oui. Pensez-vous que vous pourriez exercer votre métier, faire les reportages dont vous avez parlé dans les territoires contrôlés par Daesh ou le pseudo-État islamique? Moi, je pense que oui, mais ça requiert une très grande organisation et de la patience, beaucoup de patience. C'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse à qui sont mes contacts sur place, qui datent d'une certaine époque, puisque j'ai été à Fallujah et à Ramadi, qui sont les deux dernières villes prises par l'État islamique. J'y ai été à des moments où personne n'était censé y être, puisque c'est la grande bataille. Les djihadistes américains disent que le seul moment qui ressemblait au Vietnam en Irak, c'est la bataille de Fallujah en 2004. Et j'y étais, parmi la population civile. J'avais réussi à rentrer dans la ville alors que c'était comme aujourd'hui, c'est-à-dire entouré de checkpoints, quand personne n'était censé y rentrer, en me faisant passer pour une femme locale, et là habillée de façon encore plus conservatrice que d'habitude, puisque il fallait mettre, j'avais des gants noirs en plus de mon abaya noir, qui c'est cette houppelande ample noire, et de mes foulards, parce que les femmes de Fallujah portaient et portent encore aujourd'hui, ce qui est un signe d'ultra-conservatisme, ces gants noirs alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre. Et donc il faut choisir dans quelle voiture on va passer le checkpoint, avec qui. Il faut monter tout un stratagème. Donc pour le moment, étant donné que je suis sur d'autres projets, je n'ai pas encore été à fond dans la préparation de cela, mais ça reste toujours dans ma tête. Oui, enfin... Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Mon mari n'est pas très chaud, mais... Non, pas vraiment, non. Oui, une question, monsieur. Est-ce qu'on vous appelle pour aller quelque part, ou est-ce que c'est vous qui choisissez l'endroit où vous voulez aller? Alors moi, je choisis toujours l'endroit où je veux aller. Toujours, mais ça c'est le propre de ce qu'on appelle le journalisme freelance, le journalisme de pigiste, ce que je suis, c'est-à-dire je ne suis pas salarié, je n'appartiens à aucune rédaction. Je suis pigiste, exactement, freelance en anglais, pigiste. C'est-à-dire que c'est plutôt moi qui appelle mes contacts dans les médias français pour dire... Ou étrangers, qui sont parfois plus réceptifs. Étrangers, oui, pour dire j'ai l'intention d'aller là. Est-ce que ça vous intéresse, un papier, si je vais là? En France, généralement, j'écris pour Le Point. Ça fait quand même une dizaine d'années que j'écris pour Le Point, et où ils acceptent partout où j'ai envie d'aller, parce que je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce que ça leur coûte moins cher que d'envoyer un de leurs journalistes. Et deuxièmement, et aujourd'hui c'est plutôt le deuxièmement qui devient le premièrement, c'est qu'ils prennent moins de risques. Voilà. Parce que la dernière chose qu'un journal veut, c'est être associé à une prise de risque d'un journaliste. Un journaliste pigiste n'est pas adossé à une rédaction. Donc je ne travaille pas. Et de toute façon, si je travaille sur commande, je peux vous dire, j'attendrai toujours. Hein. Parce que aujourd'hui, mais en même temps, je le comprends. C'est très compliqué pour l'industrie médiatique d'aujourd'hui d'être tout le temps en train
de publier des reportages sur ces guerres, les guerres du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit est difficile. C'est difficile de garder les yeux ouverts. C'est difficile d'avoir la volonté de les garder. Les guerres sont à la mode et puis ensuite elles passent de mode. Parce qu'au départ, il y a, souvenez-vous, en 2003, la frénésie médiatique en attendant le début de la guerre en Irak, le printemps 2003. Les plusieurs milliers de journalistes du monde entier étaient déjà à Bagdad alors que la guerre n'avait pas commencé. C'était une mise en scène, pour moi, épouvantable. L'espèce d'hystérie qu'il y a eu après le 11 septembre et qui ensuite retombe. Je connais bien le fonctionnement du système médiatique. C'est pour ça que je m'en suis extraite. Je travaille en parallèle du système médiatique, presque à rebours. Heureusement, ça fonctionne, c'est possible. J'ai des lecteurs, je le sais. Mais entre moi et les lecteurs, il y a l'industrie médiatique. C'est-à-dire, je dois me faire publier. C'est pour ça que j'écris des livres. Parce que, et là, je dois avoir une pensée pour mon éditeur Claude Durand, qui est décédé ce printemps, qui est le premier homme chez Fayard, donc la grande maison d'édition, le premier à m'avoir fait confiance et à avoir compris cela. C'est-à-dire que dans les livres que j'écrirais pour Fayard, eh bien j'avais carte blanche. Je faisais ce que je voulais. J'allais voir Claude, ce que je vous ai raconté sur mon retour d'Afghanistan, ce no man's land de 300 mètres quand j'ai marché, j'ai eu une idée de livre. L'heure d'après, avec mon téléphone satellite, j'ai appelé Claude Durand et je lui disais, Claude, alors que c'était pas du tout prévu que je fasse ce livre, j'avais un autre livre sous contrat, je me rappelle plus. Je lui ai dit, voilà ce que je vais faire, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, fais-le, c'est bon. Donc ça c'est l'idéal pour moi, il n'y a pas mieux. Donc, et aujourd'hui, je ne suis pas la seule. Heureusement, il y a d'autres journalistes en France qui écrivent ce qu'on appelle des documents, de la non-fiction, donc pas des romans, et qui peuvent fonctionner de cette façon-là. Mais en même temps, le marché français est ce qu'il est. C'est un petit marché. Et ce genre de fonctionnement est plutôt un fonctionnement à l'anglo-saxonne. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Pas de questions? Monsieur? Si, là. Madame? Oui, madame. Après vous. Après monsieur. Madame, et c'est à vous. Bon, même si je pense maintenant, après votre témoignage, avoir compris certaines choses, enfin, toutes les choses qui vous ont motivé à faire ce que vous faites, j'ai essayé à un moment donné de penser à mettre en parallèle le métier de chercheur dans tous ces pays-là. Enfin, moi, personnellement, je fais partie d'Amnesty International, c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question, pour avoir lu et entendu des témoignages de chercheurs. Alors, peut-être pouvez-vous me dire pourquoi vous ne vous êtes pas orienté plutôt vers ce côté-là, vers cette chose-là. Vers la recherche. Non, mais vous avez raison, merci pour votre question. Je suis en fait à la croisée de tout cela, c'est-à-dire, évidemment, avec les études que j'ai faites, etc., j'aurais pu faire de la recherche, puisque j'ai fait une thèse de sciences politiques et j'aurais pu enseigner, j'aurais pu continuer dans la recherche, dans un centre de recherche en France. Mais une fois de plus, la France est relativement petite. Il n'y a pas énormément de possibilités. Donc je me suis dit que le journalisme, c'était plus flexible. Mais j'ai énormément d'amis chercheurs. Je pense aussi à Marianne Shaw, qui est parmi nous, anthropologue. C'est la même chose. On fait finalement la même chose. C'est simplement le support médiatique, c'est-à-dire le support à travers lequel on partage ce que l'on a vécu et ce que l'on a observé, qui diffère. Mais en fait, c'est la même chose. Nous sommes des observateurs de société, de l'immédiat, et chacun a sa façon personnelle ou selon justement les études qu'il a faites, son cadre de recherche. Mais en fait, tout cela est extrêmement similaire. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre... Et j'ai énormément d'amis qui sont à Amnesty ou dans d'autres organisations militantes qui, pour rédiger leur rapport, font du travail de terrain, bien sûr. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle journaliste, mais c'est uniquement parce que je publie dans les médias. Mais je crois qu'on a tous un lien qui est celui de vouloir raconter, non pas la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité, tout est subjectif, mais en tout cas avec le plus d'humilité et de détails possible, ce que l'on a vu à un certain endroit et de le faire partager à d'autres qui ne l'ont pas vécu.
Je crois que c'est vraiment ça le socle. Monsieur, Je voudrais, s'il me le permet, rassurer Jean-Claude Bourdin. Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques pas grave. Bourdin, pardon. Ça arrive excusez-moi. souvent. Jean-Jacques, C'est pas grave. excusez-moi. Non. En lui disant, en apportant un élément de réponse, qui est une phrase éminemment célèbre, sur une question que vous avez posée dès le départ, pourquoi les femmes ont cette force, pourquoi ont-elles cette originalité aussi dans leur démarche et cette capacité à aller toujours plus loin. L'avenir de l'homme, c'est la femme, tout simplement. Je crois que ça nous rassure. Et aujourd'hui, Anne vient de nous faire une démonstration absolument superbe qui prouve bien combien cela est vrai. Et je voudrais vous poser, madame, cette toute simple question. Comment faites-vous la part des choses entre votre désir, certes, vous, avec la déontologie qui vous caractérise, vous avez dans votre démarche souci d'une objectivité, souci d'une indépendance, et ça c'est tout à fait précieux, souci aussi d'écarter autant que faire se peut un avis personnel par rapport à tout ce que vous voyez, et Dieu sait si vous devez en voir. Comment est-ce que vous faites la part des choses pour ne pas, finalement, à un moment donné, faire intervenir votre propre point de vue et faire en sorte que, quelque part, ce point de vue passe? Merci pour cette Oui. question. Très bonne question. Mais je sais que ça paraît difficile, mais pour moi, ça n'est pas difficile de, comment dire, de justement me dévêtir de toutes ces idées reçues qui sont celles qui m'ont façonnée. Moi, je suis quand même française, j'ai appris des choses à l'école. À Sciences Po, à Paris, on avait un cours qui s'appelait GLPMC, Grande Ligne de Partage du Monde Contemporain. Et c'était quelque chose. Mais en quelque sorte, j'ai comme oublié tout ça. Et je m'en remets au terrain, uniquement au terrain. C'est-à-dire à ce que je vois, à ce qu'on me dit, à ce que je ressens de la personne qui est en train de me dire ce qu'elle me dit. Quand je suis en face d'un djihadiste, comme là j'ai à l'esprit un mollah au Pakistan qui dirigeait une mosquée qui s'appelait la Mosquée Rouge à Islamabad, qui a été depuis tué par les forces de sécurité pakistanaises, un homme ultra-conservateur, c'est peu de le dire, et qui n'avait pas grand respect pour la femme occidentale que j'étais. Mais il m'avait reçu quand même. Il m'avait reçu dans une salle attenante à la mosquée, assise par terre, bien sûr. Souvent, ce sont des pièces dans lesquelles il n'y a aucun meuble. Et ce genre de personne, mais ça c'est propre à tout le Moyen-Orient, on ne reçoit jamais seul. C'est-à-dire, j'étais face à lui, plus à peu près 15 autres hommes, qui se taisent tous en attendant qu'il parle. Mais qui sont tous témoins de ma présence et des questions que je lui pose. Tout ça peut paraître assez impressionnant, mais non. Une fois qu'on est habitué, ça m'agaçait toujours beaucoup au début, parce que moi j'aime parler en face à face. Mais je me suis bien rendu compte que dans la plupart des cas, ça n'était pas possible, qu'il fallait accepter cela, et que de toute façon, les personnes qui sont dans l'entourage de celui qui parle ne parleront pas. C'est celui qui parle qui parle. Les autres sont là parce qu'elles doivent être là, c'est tout, mais elles ne parleront pas. Et ce qui m'intéressait, c'était évidemment ce qu'il me disait, mais son propos était relativement attendu. C'était un propos farouchement anti-occidental, farouchement anti... avec, comme je vous l'ai dit, qui exprimait pas mal de mépris envers la femme que je suis. Mais, et ce qui m'intéressait, c'était finalement de décrire. Vous voyez, je décrivais, je prends des notes quand je suis en train de faire des interviews. J'écrivais non pas ce qu'il était en train de me dire, ou si peu, parce que j'aurais pu finalement le deviner sans être en face de lui, sans avoir fait tout ce chemin. Mais je décrivais tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qui était autour de lui, comment il était habillé, comment étaient habillés les autres. Il avait 3 téléphones portables, c'était il y a au moins 6 ou 7 ans. Il avait 3 téléphones portables qui sonnaient, avec des sonneries absolument hallucinantes. Il les sortait de sa houppelande blanche. Il n'y avait pas des iPhones à l'époque, mais c'était des téléphones qui étaient déjà très modernes pour l'époque. Et donc,
c'était très amusant parce que ça m'avait permis de lui poser une question qui était que, évidemment, il était en train d'exprimer une espèce de venin terrible envers l'Occident. Et en même temps, il était finalement totalement dépendant de la technologie occidentale. Donc je lui avais posé cette question. Ils étaient tous partis d'un grand rire. Et il émaillait ses propos de sourate du Coran. Et alors parfois, il ne se souvenait plus du numéro de la sourate. Alors il allait chercher il demandait à un de ses assistants d'aller chercher le numéro de la sourate pour moi, la référence, etc. Donc c'était très intéressant. Vous voyez, ça, je pense qu'avec la description, une description minutieuse qui prend toute ma concentration sur le moment, eh bien, on arrive à... On évacue le parti pris, Voilà, on exactement, évacue... la subjectivité. Et c'est parce que je respecte mon lecteur, c'est-à-dire parce que je pense que celui qui va lire ce que je décris pourra, en se représentant la scène, avoir lui-même son propre jugement, ses propres idées qui lui viennent à l'esprit, et que je ne sois pas là en train de les lui donner, de les lui dicter. C'est ça qui m'importe le plus. Et je pense que... Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mon avis. Et mon avis, je le donne quand on me le demande. Mais mes livres, mes reportages ne doivent pas, à mon avis, exprimer ces avis. Ils doivent avant tout montrer ces scènes. Parce que sinon, personne ne vous les donne, les scènes. À la télévision, c'est très court. On n'a même pas le temps de voir rien. Donc, mon souci, c'est cela. C'est que d'autres personnes que moi, qui n'étaient pas là, même Jean-Jacques, c'est très difficile aussi pour lui de se représenter les choses quand je les lui raconte, puissent avoir l'impression qu'ils les ont presque vécues. Pour moi, c'est ça le souci premier. Oui, monsieur. Monsieur, là, au second. Deuxième. Oui. Jacques van der Ven, un Néerlandais. Une mauvaise question. Parce que, croyez-vous, ou la salle croit-elle, que pour vaincre finalement toutes ces guerres, et les mots que vous avez cités, burqa, djihad, sunnites, chiites, sans parler des wahhabites, etc., croyez-vous qu'il faudrait changer la religion de cette planète? Je ne citais pas une religion nouvelle, réformée. Oui, mais c'est une mauvaise question. Hein. Non, c'est pas une mauvaise question, mais c'est pas une mauvaise question, mais je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, finissez peut-être. Oui, c'est ça. Pour vaincre les idées qu'il faut... Faut-il faire disparaître ces religions? D'abord, nous n'avons pas ce pouvoir, mais... Oui, on nous accorde trop de pouvoir à nous les journalistes. À moi, reporter de guerre, et à mon mari, à l'antenne tous les jours. Nous n'avons aucun pouvoir. Non. Celui d'écouter les gens et de retransmettre le plus fidèlement possible. Et c'est ça c'est quelque chose que nous avons très fort en commun, mon mari et moi. C'est la chose que nous aimons faire, tous les deux. Oui. Donner la parole aux gens. La différence, c'est que vous avez compris qu'Anne ne vous répondra pas sur le terrain politique ou sur le terrain... Exactement, je laisse ça à d'autres. Elle ne sait pas vous répondre. Elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens de vous répondre. D'ailleurs, qui a les moyens? Mais ça, c'est autre. Mais elle, dans tous les cas, ne les a pas. Elle, son rôle consiste uniquement à rapporter ce qu'elle vit et ce qu'elle voit. Mais faire en sorte, en apportant tout cela avec les détails qui sont mon souci premier, vous l'aurez compris, de façon à ce que non seulement le public intéressé, bien sûr, puisque je n'oblige personne à me lire, puisse se représenter les choses ou approcher le plus ce que j'ai vécu, mais qu'en même temps, il y ait un débat public sur ces questions, que les politiques s'en emparent, les politiques qui sont notre expression populaire, qui sont ceux que nous avons élus. Si vous voulez, moi, c'est ça qui m'importe. Moi, je ne suis pas une militante. Ça fait longtemps que j'ai perdu mes illusions sur pas mal de choses. En revanche, je crois en le réel, les choses que j'ai vues sur place, le fait qu'en dehors de la bulle occidentale dans laquelle nous vivons, le monde bouillonne, c'est clair. Il ne faut pas se fermer les yeux, il faut le voir. Et moi, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, j'y pensais pendant que vous parliez, c'est le mot peur. La peur. Et j'en ai dit quelques mots quand j'ai ouvert le festival il y a 2 jours. Je suis extrêmement attristée de voir à quel point les gens ont peur. Tout le monde a peur. Nos politiques ont peur. Nous avons peur. Nos enfants ont peur. Tout le monde a peur. Parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait plus dans le monde dans lequel nous vivons. Et parce que... Et moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de faire en sorte, grâce à mes écrits qui montrent l'autre tel qu'il est, de réduire cette peur. Parce qu'on a toujours peur, davantage peur de ce qu'on ne connaît pas par rapport à ce que l'on connaît. Moi, je fais
l'effort, certains diront l'effort, pour moi ça n'est pas un effort, d'aller voir cet autre qui fait peur. Moi, il ne me fait pas peur. Personne ne me fait peur. Personne ne me fait peur. Moi, je trouve à dialoguer avec tout le monde. Et c'est vrai, vous avez raison, j'ai eu en face de moi des drôles de types, bien sûr. Mais et ce qui m'importe, c'est d'essayer de comprendre ce que cette personne qui fait peur à tout le monde a dans la tête. Mais vous savez, les humains restent des humains. Quand il me vient là à l'esprit un moment de l'année 2006, où figurez-vous que j'étais enceinte du petit garçon qui est là, et où je me suis retrouvée à Damas, en Syrie, la Syrie n'étant pas en guerre comme elle est aujourd'hui, pour aller interviewer quelqu'un. J'avais mis 9 mois avant d'organiser cette rencontre, tu te souviens, de djihadistes irakiens qui m'avaient donné rendez-vous en Syrie, à Damas, et ce qui était en soi une information, puisque ça montrait que la frontière entre l'Irak et la Syrie n'existait pas. Et bon, une fois de plus, cette personne que j'ai interviewée, ils n'étaient pas tout seuls, mais ils étaient 15. Bon, j'avais dû changer 3 fois de voiture pour arriver à l'appartement en sous-sol où j'étais pas seule, hein. Toujours, je me préoccupe de ma sécurité, j'étais pas seule. Mais et cette personne était une des personnes qui était dans le jeu de cartes américain. Vous vous souvenez, ce jeu de cartes que les Américains avaient conçu, dans lequel il y avait... Enfin bon. Et c'était le jour où les Américains annonçaient la mort de Zarqawi, qui était un des grands leaders d'Al-Qaïda au Moyen-Orient de l'époque. Eh bien, c'est cette personne-là qui pouvait me faire peur, effectivement, qui était un dangereux djihadiste, un combattant. Le moment où... Bon, je vous passe les détails, mais le moment... Parce que mes interviews, quand je les fais, sont très longs. Moi, je ne parle pas 5 minutes avec les gens, parce qu'en 5 minutes, je ne comprends rien. Déjà, même en 3 heures, 4 heures, c'est difficile de comprendre. Donc, et puis en plus, je m'étais déplacée, c'était compliqué à organiser, j'allais pas... Donc j'ai passé toute une journée à interviewer cet homme. Et à un moment donné, j'avais très faim, parce que j'étais enceinte. J'avais vraiment très faim. Et j'étais avec mon ami Hamoudi, irakien, que j'avais fait venir de Suède, où il avait reçu, lui, l'asile politique. Et j'ai dit à Hamoudi, il faut que tu leur dises que j'ai très faim. Parce que sinon, c'est pas possible. Je peux pas continuer, je vais tomber dans les pommes. Et c'est pas quelque chose que je dis souvent. Et il m'a dit, non, je peux pas leur dire. C'est pas possible. Parce que moi, je suis un homme, c'est des choses qui se disent pas. En plus, on est quand même, c'est quand même un milieu assez spécial avec ça. Je lui dis, écoute, si tu ne leur dis pas, c'est moi qui vais leur dire. Parce que moi, j'ai aucun problème à leur dire. Et donc, il leur a dit. Et j'ai vu ces hommes qui sont des tueurs, qui sont devenir différents, leur visage changer, parce que j'étais face à eux, la femme enceinte, la future mère. J'étais enceinte de à peine 4 mois, ça se voyait pas. Et donc ils ont tout changé. Ils ont demandé aux jeunes, aux plus jeunes qui étaient là, d'aller chercher à manger. Ils m'ont rapporté un festin. On a mangé pendant des heures ensuite. Bon, bref, tout ça pour vous dire que tout le monde est au fond de soi humain, et que même ceux qui sont censés faire peur ne me font pas peur quand on est dans les circonstances qui peuvent être les miennes et qui sont celles que j'ai réussi à obtenir pour leur parler. Moi, je ne suis là que pour leur parler. Moi, je ne suis pas armée quand je vais voir qui que ce soit. Ça aussi, c'est important. Et je ne suis pas d'accord avec mes collègues journalistes qui sont armés. Je le sais, ça. On en a déjà parlé. Parce qu'il y en a. Il y a des journalistes dans les guerres qui s'arment. Ou qui partent accompagnés de mercenaires pour sécurité. assurer leur sécurité. Oui, ce qui est une erreur monumentale, parce que c'est la meilleure façon de se faire repérer. Premièrement, et deuxièmement, quel respect voulez-vous que votre interlocuteur ait de vous si vous arrivez avec lui avec un gilet pare-balles? Et lui n'en a pas. Lui, il est désarmé et vous l'êtes. Comment peut-on parler? Il faut être d'égal à égal. Pour moi, ça c'est très très important. Mais bon, ça ce sont des conséquences des guerres modernes d'aujourd'hui. Question? Oui, oui. On va prendre encore 2-3 questions, puis nous allons stopper là cette belle matinée. Allez-y. Oui, s'il vous plaît. Madame. Alors à vous, juste après. Monsieur d'abord. Oui, monsieur. Madame. Bon, madame, d'abord, je vous félicite pour votre courage. Mais je voudrais vous poser une question qui peut-être ne va pas tout à fait plaire à Jacques Bourdin, parce qu'elle est un peu politique. Posez-la, posez-la. Mais je pense que vous êtes une des mieux placées pour nous donner votre opinion.
par votre métier, vous êtes surtout intervenu dans des pays où s'est exercé plus ou moins le droit d'ingérence. Tout à l'heure, vous avez fait d'ailleurs une allusion indirecte. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez des résultats obtenus par ce droit d'ingérence qui s'est quand même multiplié. Est-ce qu'il se justifie pleinement ce droit d'ingérence ou est-ce qu'il faut le réformer et le revoir? Très difficile question. Oui, je crois que vous avez compris de par mon discours que j'ai pu observer les conséquences de ce droit d'ingérence et que je ne les trouve pas satisfaisantes. C'est-à-dire que dans aucun des pays dont j'ai couvert les guerres, la guerre n'est terminée. Donc nous, occidentaux, sommes intervenus pour des raisons diverses et variées, complexes, et également parce que, je parle de l'armée française, parce que de toute façon, des militaires doivent tester leurs armes, doivent se rendre compte s'ils sont à niveau ou pas, et que chaque guerre permet à chaque génération de militaires de pratiquer, de faire du terrain. Les militaires le disent, ça n'est pas quelque chose de caché. Qui sont souvent beaucoup, qui sont souvent très lucides d'ailleurs. Oui, et si les politiques écoutaient un peu plus les militaires, parfois ça, les vrai. responsables politiques, peut-être que ça tournerait mieux. Et les ça, militaires c'est un français, militaires français qui sont très lucides. Pour ce qui est des guerres en Irak, nous n'avons pas participé, mais en Afghanistan, m'ont souvent dit que, bon, même s'ils se rendent bien compte, comme Jean-Jacques vient de le dire, que les guerres qu'ils ont menées en Afghanistan n'ont abouti à rien, ils ont pu se rendre compte qu'ils étaient au même niveau que les Américains. Et ça, c'est très important pour l'armée d'un pays comme la France. Mais c'est vrai, Jean-Jacques l'a dit, j'ai parlé avec de nombreux militaires qui, étonnamment, devenaient presque des philosophes sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils commencent à se poser de vraies questions sur la guerre au moment où ils sont sur le terrain et qu'on leur demande de la mener. Et qu'ils se rendent compte que c'est pratiquement pas faisable. Justement à cause, notamment, de questions de droit. Vous savez, la guerre aujourd'hui, c'est une affaire de lawyers, d'avocats. Et notamment d'avocats américains, qui sont les premiers à donner le feu vert au général militaire pour une frappe, à qui on demande la permission en premier pour savoir si tout cela est légal, à des avocats américains spécialistes du droit de la guerre. Et c'est après que ce spécialiste lawyer aura dit oui, vous pouvez appuyer sur le bouton parce que là, il n'y aura pas de possibilité d'accusation de dommages collatéraux, etc., que le général dit oui et que toute la chaîne of command descend et qu'on arrive à celui au bombardier qui appuie sur le bouton. Alors, évidemment, comme ça peut prendre du temps, toute cette chaîne of command, eh bien, parfois, quand le pilote de chasse appuie sur son bouton et lâche sa bombe, eh bien, il est trop tard et il y a des dommages collatéraux. Vous en avez tous entendu parler. Et cela, ça provoque des ravages absolus qui me font énormément douter à la seconde du droit d'ingérence, du fait que le droit d'ingérence est un droit. Et il y a également un autre élément qui m'inquiète dans les guerres d'aujourd'hui, c'est l'usage des drones. Les drones, qui sont donc ces avions chasseurs-tueurs, donc des avions pilotés à distance. Donc vous imaginez que ce sont des sous-traitants de l'armée américaine, qui sont en Californie ou ailleurs, ou en Virginie du Sud, qui sont là, dans une espèce de bunker, devant des manettes et des écrans vidéo, qui pilotent un appareil armé d'armes létales, qui tue des gens au Pakistan, en Afghanistan, en Irak et ailleurs. Et les gens sous les bombes aujourd'hui le savent. Ils savent très bien que dans les drones, il n'y a pas de pilote. Un avion sans pilote. Alors là, on en vient à des questions philosophiques. C'est-à-dire, non seulement des gens pouvaient se demander si la guerre était justifiée, ces guerres sont-elles justes? Ça, c'est déjà une question philosophique. Mais maintenant, on peut également se demander si le droit de la guerre, si l'équilibre est maintenu. C'est-à-dire que, déjà, certaines personnes sur le terrain pouvaient se dire que le fait d'être victime de bombes, c'était injuste parce que ça n'est pas égal. Il n'y a pas de combat d'homme à homme.
il y a des hommes sur le terrain qui reçoivent des bombes de l'air. Mais maintenant, il y a des hommes sur le terrain qui reçoivent des bombes d'un avion sans pilote. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et il y a évidemment des lawyers américains qui travaillent pour le Ministry of Defense américain, dont le seul travail, c'est de rédiger, de concevoir et de rédiger ce nouveau droit de la guerre. Là, c'est l'une des explications. Mais évidemment, les populations qui sont au sol, ça nourrit l'animosité des populations. Le désir de vengeance. Mais il y a autre chose. C'est l'opinion publique. C'est la puissance de l'opinion publique aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que Daesh joue avec l'opinion publique. Les décapitations, évidemment, tout le monde ici, il n'y a pas une personne ici qui va trouver ça. Juste oui, un mot. juste sur le. Non, je voulais juste dire sur Non, tu me fais l'opinion changer de publique. sujet. S'il n'y a pas de soldats au sol contre Daesh, c'est l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique accepterait que des soldats français meurent aujourd'hui? Je vous pose la question. Non, mais c'est surtout le fond l'existence du des problème. drones est due au fait que, justement, cette nouvelle art de la guerre qui est que les opinions publiques, comme Jean-Jacques vient de le dire, veulent tellement qu'il y ait zéro mort. Parce que s'il commence à y avoir des morts, les politiques des pays en question ont du mal ensuite à se faire réélire, etc., etc. Donc les politiques sont obsédés par tout cela, d'où l'évolution vers les drones. Parce que le drone, comment les militaires américains le vendent à l'opinion publique américaine? Bien, ils disent c'est la protection ultime. Puisque on ne peut pas mourir sur le terrain, puisqu'on n'y est pas, physiquement. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a davantage de pilotes de l'Air Force qui sont entraînés à devenir des pilotes de drones que de vrais pilotes de chasse américains. J'ai parlé avec des pilotes américains. Ils sont extrêmement... Ils se posent des questions face à cette évolution. Et non, nous n'en sommes qu'au début. Qu'au début. Effectivement, Jean-Jacques a raison, la pression de la voix publique, de la vox populi, est très très importante. Mais une fois de plus, là on passe sur un autre domaine qui est celle de l'instrumentalisation de ce public par les politiques. Et par les politiques médias, qui sont à absolument. l'écoute et par les médias. Et absolument par les médias, Nous sommes tout à fait. autant responsables. Absolument. Et ça, je suis la première à le dire. Mais bien sûr. D'ailleurs, nous avons des discussions parfois enflammées là-dessus. Ah oui, 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 tout à fait. Qui se termine Pas très toujours mal. d'accord. J'avais promis à madame... Il y avait une dame, ensuite monsieur, et puis je crois que nous arrêterons après. Madame, Merci d'être là pour je vous nous. en prie. J'avais une question et une réflexion à la fois. Vous avez parlé que lorsqu'il y a des guerres, le conservatisme était une donne presque systématique. Peut-être pour aussi que vous évoquiez votre projet en France, est-ce que vous avez tourné votre regard sur la France maintenant que le conservatisme de tous bords nous éloigne bien des années 80, où on pouvait rire de tout et toujours pas avec n'importe qui bien sûr, et dans les années 75-76 où on pouvait aller en Afghanistan en étant habillé en femme occidentale et qu'on était accueilli partout. Oui, effectivement, je connais mal mon propre pays, et c'est parce que j'ai passé tellement de temps ailleurs, mais en côtoyant Jean-Jacques, en vivant avec Jean-Jacques, je le connais de mieux en mieux, puisque Jean-Jacques, lui, il a des Français tous les matins au téléphone, et c'est vrai que c'est en rentrant, depuis 3-4 ans, de mes reportages, c'est-à-dire en rentrant de la guerre, dont je vous ai fait partager quelques bribes, en rentrant de pays dans lesquels la violence est la norme, dans lesquels la violence est officielle, parce que c'est cela la guerre, la violence devenue une banalité. Et en arrivant dans mon propre pays, qui n'est pas en guerre, mais dans lequel je sens une violence induite énorme, et tout cela a culminé avec les événements de Charlie Hebdo en janvier, je me suis dit, mais il faudrait peut-être essayer d'écrire là-dessus. Il faudrait peut-être essayer que tu essayes de faire ce que tu as fait ailleurs dans ces pays en guerre, ici dans ton propre pays, en France. C'est-à-dire de t'y promener Oui. et d'engager des dialogues avec des Français qui vont m'accueillir, je l'espère, Voilà. chez eux. Anne va travailler en France comme elle a travaillé à l'étranger, Voilà. c'est-à-dire aller vivre. Elle a choisi, on ne va pas tout dévoiler, mais elle a choisi 6 villes de France. On en a beaucoup discuté. Oui. 6 villes moyennes en France dont on ne parle jamais.
on Six ne villes parle de jamais. 50 000 habitants, De premier 50 000 critère, et habitants. deuxième critère, qui ne sont pas médiatisés. La peur qui existe dans ces villes, quelle peur malaise, déclassement, le malaise. déclassement, ce malaise, cette violence sous-jacente, cette incompréhension vis-à-vis de l'autre, effectivement, tous les phénomènes que l'on vit peut-être moins en Cévennes, parce qu'en Cévennes, il y a une tradition d'accueil, il y Alors, a je une n'ai pas choisi tradition une ville des d'ouverture. Non, il y a une tradition d'accueil, une tradition d'ouverture qui est très propre, vraiment. Je ne vais pas défendre les Cévenols, enfin si. Mais si. Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire par là. Non, mais ce sentiment, avec le chômage, avec le regard de l'un vers l'autre, ces regards inversés qui n'existent Non, mais plus ou oui, qui voilà. existent moins. Ce que je voudrais, c'est Voilà. vraiment faire ce travail avec la même honnêteté que je le fais ailleurs. C'est-à-dire, moi, je n'ai aucun tabou, je n'ai peur de rien. Justement, je ne suis pas liée par quoi que ce soit. Donc, je peux écrire tout ce qu'on me dira. Tout ce qu'on me dira. Mais je n'écrirai que ce qu'on me dira, ce que l'on m'aura dit. Je n'inventerai rien. Ce que tu auras vu Et ce que j'aurais vu. de cette exactement. France en allant s'installer chez des gens modestes ou pas modestes d'ailleurs, dans ces villes de France où tu Ça vas dépendra vivre. de qui je rencontrerai. Voilà. Et ce livre sortira juste avant la présidentielle parce qu'il est bon, je crois. Enfin, parce qu'il est bon de rappeler Il n'est aux pas encore responsables écrit, hein. politiques et je lui donnerai vraiment tout le coup de main que je peux. Tu lui veux donner. l'écrire? Non, non, sûrement pas. Non, je n'ai pas ton talent pour l'écrire, mais je te donnerai le coup de main pour aiguiser ce regard. Oui, ça c'est Je sûr. t'inciterai encore plus à aiguiser le regard parce que je trouve qu'aujourd'hui on vit dans une société qui malheureusement est très fragilisée. Et notre société française qui jusque-là vivait dans un confort quand même, un vrai confort, commence à se poser mille questions. Nous posons tous 1000 questions. Donc c'est l'occasion ou jamais d'en parler et d'ouvrir les yeux. C'est ça, ouvrir les yeux. Continuer à On vivre va les prendre- yeux ouverts. Je crois que nous allons prendre une dernière question. dernière, oui. Hein, la Alors, une dernière question. Qui veut la Monsieur. poser? Monsieur. Monsieur. Pour en revenir au sujet des femmes, donc qui est le sujet du festival, comment voyez-vous, est-ce qu'il y a beaucoup de reporters de guerre féminins? Comment voyez-vous l'évolution de ce métier vu le contexte mondial des guerres, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes et est-ce que c'est un métier qui évolue En président, je comprends. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire ce métier? Non, mais il y a Est-ce de qu'il plus en aura en plus de femmes. Il faut savoir que Anne enseigne en Suisse et donc fait partager son savoir à des étudiants suisses. Et D'ailleurs, il y a les Suisses beaucoup sont plus très de filles ouverts. que garçons d'ailleurs. Beaucoup plus de filles que des garçons. D'ailleurs, les Suisses, entre parenthèses, sont très ouverts sur ces questions-là. Il y a vraiment une réflexion qui est engagée dans ce pays qui est absolument incroyable. Ce pays qu'on croit très conservateur, très fermé, c'est totalement faux. Hein. Vraiment totalement faux. Donc il y a Oui. de plus en plus de grands reporters femmes. Vous connaissez tous, j'imagine, Florence Aubenas, qui est une amie et qui a un immense talent. Il y en a d'autres, Dorothée Oliaric, Manon Loiseau. Il y en a de plus en plus. Mais alors là, je vais dire quelque chose de pas très politiquement correct. Si vous voulez, moi, je suis très contente d'avoir été la marraine de ce festival. Mais en même temps, moi, je ne suis pas du tout une militante féministe. Pas du tout. Mais pour une raison qui m'est propre. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de différence homme-femme. C'est-à-dire, moi j'ai été élevée dans cette espèce de... Sauf peut-être des différences, oui, de physique au 100 mètres, etc. Bon, bref. Mais sinon, pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que... Et je l'ai vu dans... Je fais un métier d'homme, oui, c'est vrai. C'est soi-disant un métier d'homme. Mais de moins en moins. Justement, de moins en moins. Tout cela, ce sont des idées reçues. Et c'est des idées reçues qui m'agacent. Et on me pose des questions parce que je suis une femme qu'on ne poserait pas à des hommes. Bon, mais ça, j'y suis habituée. Donc, le futur de ce métier, tant qu'il y aura des guerres, il y aura des reporters de guerre, vous savez. Ça n'est pas un métier, même si tout le monde se pose la question, du digital, Un du jour, papier, peut-être etc. que les rédactions enverront des drones. Oui, c'est possible, mais il manquera quand même cette espèce de quelque chose qui fait que on y est. Hein, le drone, c'est un peu sec quand même. Hein. C'est pas vraiment humain. On passera peut-être par ce moment. Mais il y a déjà des rédactions. Oui, Je peux vous dire il y a qu'à une BFM TV, tentation. nous avons déjà À BFM, 2 oui. drones. 2 drones. Hmm.
pour aller filmer lorsqu'il y a un événement qui se produit. On peut envoyer, on va. Voilà. On est en train C'est de moins cher travailler. qu'un journaliste C'est moins cher. On envoie le drone qui survole. qui survole Prend l'événement des et photos. qui filme. Et ensuite, on fait un commentaire en studio avec des images. Alors ne soyez pas dupes. Donc à nous de lire à côté. Mais là, c'est un autre débat. Hein. On ne va pas entrer dans ce débat. Non, mais moi, je Débat crois passionnant hein, aussi. à l'humain et je pense que le reporter de guerre ou pas de guerre, le reporter en général, est nécessaire et le sera toujours. Et il y aura toujours des lecteurs pour du reportage. Que ce soit du reportage local. Et moi, j'ai commencé mon parcours dans un journal local, Ouest France. Et j'ai le plus grand respect pour les journalistes qui font du local, parce que ça, c'est du réel. Ça, c'est des choses qu'on raconte. Et c'est ce que c'est ce que j'essaye de faire passer comme message à mes étudiants à Neuchâtel, c'est que le grand reportage, c'est pas seulement très loin. Ça commence en bas de chez vous. Ça s'appelle uniquement de la curiosité. De la curiosité et du respect pour l'autre. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été si fidèle. Anne va dédicacer ses livres.